on va partir dans une troisième dimension exploratoire et on va aller avec Luc Biget, qui est docteur en biologie, mais je dirais qu'il a mal tourné. Ça, c'est notre humour, parce qu'il est devenu plutôt un chercheur, mais un chercheur dans les mondes de l'invisible, en tout cas, qui se définit comme un explorateur des interstices. Et la première chose que je te demanderais, évidemment, c'est de définir à partir de là, et surtout de nous dire, tu as entendu deux points de vue, enfin un point de vue et un éclairage extrêmement intéressant, donc une piste de recherche, et toi, tu es sur une autre expérience à la fois intérieure et intellectuelle sur la nature de la conscience. Donc, je te demanderai de nous en parler. Et puis, je précise aussi que c'est un donc, symboliste, grand symboliste et écrivain. Et de nombreux ouvrages sont intéressants et on va vous en présenter deux ce soir parce qu'ils sont illustratifs de notre propos. Donc, vous verrez tout à l'heure les premières de couverture passer. Le second ayant trait à une énorme quantité de travail sur le corps humain que Luc a fait à partir de la dimension symbolique. Je me tais pour te passer la parole, Luc. Là, on va changer d'univers encore. On dirait troisième cadran, hein, peut-être, pour Exactement, la exactement. forme symbolique. Je te donne la parole. Merci Laurence. Oui, c'est amusant parce qu'on est en train de faire le tour des quatre quadrants en fait, hein. Euh, alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est que, je vais peut-être pas commencer par là. Au fond, on peut dire qu'il y a quatre voies de connaissance, hein, mais que celles-ci utilisent des méthodes qui sont des scandales les unes pour les autres. Je les résume très rapidement. Connaissance scientifique, Charlotte nous a fait un merveilleux développement de cette approche. Après, on a toute l'approche Gabora, la systémique, c'est-à-dire comment l'individu et les collectifs interagissent. C'était la précédente intervention. Et la troisième approche, c'est la dimension symbolique. Parce qu'au fond, le symbole est au monde du sens ce que les mathématiques sont au monde de l'objet. C'est-à-dire, les mathématiques vont décrire la nature des objets et le symbole va être le véhicule du monde du sens. Alors, c'est le langage des rêves, c'est le langage de la nature, c'est le langage c'est le langage des différentes expériences qu'on peut faire dans ce monde à travers des plantes dont je reparlerai tout à l'heure. Et puis, la quatrième voie de connaissance, j'aime beaucoup ce Avicenne disait tout acte de connaissance est le fruit d'un contact avec l'ange. Autrement dit, c'est une connaissance directe avec le monde du mystère, on va le dire comme ça. Et c'est du reste l'étymologie du mot connaissance, hein, puisque connaissance veut dire naître avec. Naître avec quoi? Naître avec. Donc, toute information qui survient devrait nous amener vers une nouvelle naissance, en réalité vers une transformation intérieure. Donc ça, c'est le quatrième sens de la connaissance. Alors, je voudrais développer un peu cette dimension symbolique. C'est un peu compliqué parce qu'on n'est plus dans la logique causale, on est dans une logique analogique. On n'est plus dans cette science qui a besoin de la répétabilité, du contrôle du laboratoire et des grands nombres. Il faut ça pour faire science. Là, on est dans quelque chose où le sujet interagit lui-même avec le monde extérieur. D'un certain point de vue, il n'y a plus de différence, mais il n'y a pas de confusion non plus entre le sujet et son environnement. On rejoint évidemment l'ancienne science des aruspices ou la lecture des signes, hein, par les devins mésopotamiens qui a duré en réalité pendant toute la tradition gréco-romaine. Je voudrais juste évoquer ici deux ou trois expériences, parce que je considère aussi que je suis mon propre laboratoire et que, au fond, la conscience s'expérimente. Alors, on est dans cette espèce de paradoxe, évidemment, où je suis moi-même mon propre laboratoire, mais en même temps, comment la conscience peut-elle s'observer elle-même sans entrer dans des espèces de dérives subjectives. Mais en même temps, c'est un peu fondamental, parce que c'est le fameux connaître à toi-même, hein, qui était au fronton du temple de Delphes. Et c'est aussi Platon dans Alcibiade qui disait à son disciple
comment peux-tu faire de la politique, comment peux-tu diriger des hommes si tu ne te connais pas? Donc on est dans un sujet un peu essentiel, quelle que soit l'approche des quadrants qu'on choisisse, hein, qu'elle soit scientifique, systémique, symbolique ou plus directe. Donc, je voudrais évoquer ici 2 ou 3 expériences. La première, c'est avec l'ayahuasca, dont on parlait tout à l'heure, donc le principe actif est la DMT. C'est des expériences de 8 heures à peu près. Et un jour, j'étais en Brésil devant une rivière. C'était 2 jours de manière exceptionnelle. Habituellement, c'est des choses qui se produisent la nuit. Et il y avait un végétal, un petit arbrisseau à côté de moi, et pendant plusieurs heures, j'ai senti la vie de la plante, c'est-à-dire comment celle-ci est passée les saisons, et avec quelle acceptation elle acceptait de mourir et de revenir à la saison prochaine dans une nouvelle expérience. Et je sentais comment elle sentait elle-même le bruit de la rivière qui coulait juste à côté. Autrement dit, euh, j'étais en conscience, enfin, c'est en tout cas ce que j'ai perçu à ce moment-là, ma conscience était en contact avec la conscience de la plante. Donc ça va ouvrir des questions, bien sûr. Est-ce que la conscience est spécifiquement humaine ou est-ce qu'il y a aussi une forme de conscience dans les autres règnes de la nature, minérale, végétale et animale? Alors, comment vérifier ça? À un moment, je discutais avec un chaman ou un ayahuascaléros, plus précisément. Il disait, voilà, on s'était réunis à 5-6 et avec le travail chamanique, avec l'ayahuasca, on a observé l'esprit d'une plante. Puis après, on en a parlé. Et tous disaient, avaient vu la même chose. Donc, est-ce que, pour reprendre les travaux d'Habermas, est-ce que l'objectivité, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'une intersubjectivité? Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas réellement une possibilité de faire science dans ce type de travail? Ça, c'est la première expérience que j'ai. La deuxième, il n'y a pas très longtemps, était un peu plus douloureuse puisque j'ai failli devenir aveugle pour plein de raisons. Je ne vais pas détailler ici, ce serait trop long, mais je me suis retrouvé au Portugal chez une personne qui a bien voulu me recevoir. Je ne pouvais pas rentrer chez moi puisque j'habite dans la campagne. Donc j'étais à Lisbonne et elle a fait exactement ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire elle était là, mais elle m'a rien dit. C'est-à-dire, elle ne m'a pas accompagné en disant ouais, ça va s'arranger ou je ne sais pas quoi. Bref, elle m'a royalement foutu la paix. Tout en étant présente. Et j'étais dans une période de détresse très profonde, à tel point que j'ai envisagé très sérieusement à mettre fin à mes jours. Donc j'étais en train de visualiser comment j'allais rentrer chez moi, écrire mon testament, partir de la montagne pour mourir tranquillement. Voilà. C'était pas de la peur, c'était juste l'angoisse de pas la peur de la mort, mais c'était l'angoisse d'être dépendant et d'être une charge pour les autres, en fait. C'est ça qui m'animait à ce moment, dans ce profond désespoir. Et tout à coup, j'ai vu qu'il y avait personne à tuer. J'ai vu qu'il y avait personne à tuer. Et l'idée m'a passé radicalement. Et c'est complètement évaporé. J'ai vu qu'en réalité, que personne était personne, qu'une personne n'était personne, que le jeu n'existait pas en réalité. Alors, évidemment, quand on voit ça, on peut aussi se demander qui voit que le jeu n'existait pas. Donc, au fond, et cette conscience-là continue à exister, c'est-à-dire j'ai le sentiment que ce qu'on appelle le moi, ce que mon moi, en fait, est quelque chose qui a un amas de mémoire, un amas de souvenirs, un amas de croyances, mais qu'au fond, ce n'est pas ma vraie nature. Ma vraie nature, elle est ailleurs. Et maintenant, je sens ça pratiquement en permanence. Donc, l'autre question qui va se poser par rapport à la conscience, en plus de la première que j'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une conscience dans les autres règnes de la nature? La seconde question qui se pose, c'est au fond, non pas c'est quoi la conscience, mais qui je suis quand je regarde la profondeur de moi-même. Qui regarde en réalité? Parce qu'au fond de la conscience, alors ça je l'ai aussi beaucoup vu en méditation, elle a cette capacité de s'identifier à tout ce qu'elle touche, c'est-à-dire elle peut s'identifier au corps, aux émotions, et souvent au mental. Au mental c'est pratique parce que le mental ne souffre pas. Donc souvent on se réfugie dans la pensée, et du coup
du coup, il y a une création d'une coque mentale, en réalité, qui empêche la libre circulation de la conscience. Donc, ce voyage de la conscience, en réalité, jusqu'où peut-il aller? Est-ce que, et qui va dire je? Est-ce que c'est une conscience auto-réfléchie? Et quelle est sa nature? Donc, c'est toutes des questions aussi qu'on peut se poser. Je peux te poser une Oui, question encore, Luc? oui. Après, il y en aura plein d'autres dans le débat, mais qu'est-ce que tu penses des EMI? Qu'est-ce que je pense des EMI? C'est toujours compliqué d'avoir une... Il y a deux solutions. Soit on les considère effectivement comme étant des phénomènes en soi qui disent ce qu'ils sont, c'est-à-dire il y a réellement des corporations sortir du corps. Et là, j'avais rencontré il y a quelques années une personne remarquable qui s'appelle Jeanne Guény, que Charlotte connaît peut-être. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur la question. Et quand je travaillais au centre de biophysique à Clermont-Ferrand, elle disait, elle s'était entraînée à sortir de son corps. Elle avait mis 13 mois pour réussir. Et elle disait, quand je suis dans cet état-là, alors il y a bien sûr tout cet amour, ce côté presque plus intense que la dimension érotique en termes d'énergie, et qu'il y avait des flashs de signifiance qui lui arrivaient, mais qu'il ne pouvait pas penser. Et après, lorsqu'elle rentrait dans son corps, elle a essayé de s'embrasser sur la joue, donc elle est rentrée dans son corps la première fois. Lorsqu'elle rentrait dans son corps, elle réussissait à penser et à réfléchir à son expérience. Donc, lorsque la conscience sort du corps, si on a purement la dimension phénoménologique, on n'est plus dans le cerveau, on n'est plus dans la pensée, on est dans autre chose. On est dans une conscience de l'espace, en fait. Il disait aussi, elle a mis longtemps à le comprendre, mais il disait tout ce qui m'arrive, en réalité, je le porte en moi. C'est-à-dire les expériences difficiles, il a eu des expériences difficiles, ou les expériences d'éveil, d'ouverture, et elle a réalisé que tout ça, c'était le produit de sa propre nature, de sa propre réalité. Et enfin, la troisième chose, elle disait aussi que c'est les sens, et le corps et les sens sont quelque chose qui tamise l'expérience de la conscience, c'est-à-dire qu'il alourdissent et qui lui empêchent cette grande clarté, cette grande lucidité. Alors ça, c'est aussi des choses que j'ai pu expérimenter dans le désert, par exemple, quand je suis resté une dizaine de jours, une fois 3 semaines seul dans le désert. Et évidemment, il n'y a aucune solution stimulation sensorielle, ou très peu, puisque je ne bougeais pas, je restais sur place. Et à un moment, il y a une joie immense qui est arrivée, qui est dans l'espace du cœur, dont quelqu'un parlait hier d'ailleurs, et qui est un changement subit de l'état de la conscience qui se fait dans une immense simplicité, et on ne sait pas pourquoi elle s'est faite. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez étrange. On ne connaît pas le déclic. C'est-à-dire, on ne connaît pas qu'est-ce qui fait que la nature de notre conscience va changer, va se transformer. Alors évidemment, des expériences, ça ne fait pas science. Et effectivement, il faut faire des bibliographies, pardon, et peut-être aussi aller voir, c'est intéressant cette dimension culturelle, aller voir du côté du bouddhisme, notamment le Vajrayana, où ils ont une connaissance exceptionnelle de tous les phénomènes de la conscience. Aller voir du côté aussi peut-être de Maître Eckhart au Moyen-Âge, et bien sûr de tous les gens actuels qui ont ce genre d'expérience. Après, je voulais évoquer aussi 3 ou 4 modèles qui peuvent rendre compte de la situation. Alors, il y a bien sûr le modèle neurologique dont on parlait tout à l'heure. Il y a peut-être aussi le modèle jungien. On sait que Jung a eu une correspondance avec Pauli pendant plus de 25 ans, jusqu'à la mort de Pauli en réalité. Et donc le modèle de l'inconscient collectif, qui permet justement de comprendre les interactions entre l'individu et son environnement sur le plan psychologique, sur le plan psychique. Mais c'est avec Pauli qu'il a développé la notion de psychoïde des archétypes, c'est-à-dire les archétypes, c'est les briques du monde du sens, en quelque sorte, à partir d'eux vont s'élaborer les symboles. Et l'archétype est dans le non-temps, au-delà de l'espace et du temps, il est surtout dans le non-temps.
et il a un pouvoir organisateur, et il va organiser à la fois le monde physique et le monde psychique. Et d'où le phénomène des synchronicités, c'est-à-dire lorsqu'une synchronicité, c'est une rencontre non causale, c'est une rencontre qui porte sur le sens, pardon, entre deux chaînes causales indépendantes. Donc, il citait cet exemple, il se promenait un jour dans une forêt, et il pensait au symbolisme de l'ère des poissons, et Jung rencontre un poisson mort devant lui. Donc, il n'y a pas de rapport, bien sûr, entre le charretier qui est passé par là et qui a perdu un poisson, et puis la démarche intellectuelle de Jung. Par contre, il y a une rencontre qui porte sur le sens. Donc, c'est ça la synchronicité. Et il disait, au fond, alors il y a des études qui ont été faites là-dessus, notamment Ira Progroff aux États-Unis, on a montré que celle-ci survenait dans deux cas de figure, un abaissement du niveau de conscience et une élévation du niveau de conscience, c'est-à-dire en cas de dépression, pour faire simple, et en cas d'expérience spirituelle ou d'élévation d'esprit dans l'autre sens.